Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et ceci est la 6e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pas à pas pour les débutants. Si vous n'avez pas vu les tutoriels précédents de ce cursus, je vais mettre sur l'écran, je vais faire apparaître la première vidéo du cursus et la vidéo précédente à celle-ci pour que vous puissiez aller voir si jamais vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo. Maintenant dans cette vidéo, je vais vous parler des modes objets et des modes édition de Blender. Déjà, je vais vous les présenter et ensuite, j'appuierai bien sur la différence qu'il y a entre les deux et comment vraiment comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière ces deux modes. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Alors tout d'abord, si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit dans les premières vidéos, j'ai parlé des différents types d'objets que l'on pourrait trouver dans la scène 3D ou dans Blender. Il y en a déjà 3 dans la scène de base. On a par exemple notre caméra ici, qui est un objet de type caméra. On a un point de lumière, une source de lumière qui est une lampe là, et on a notre cube qui est un objet de type maillage. Et clairement, lorsque vous voudrez faire de la modélisation, que vous voudriez créer des objets, que ce soit une voiture, une fontaine, un château fort, même des personnages ou des armes ou quoi que ce soit, vous allez tout le temps, peut-être quasiment tout le temps, utiliser des objets de type maillage comme ici. Si vous vous souvenez, on peut facilement supprimer le cube qui est au centre ici en cliquant sur Delete dans la région qui est à gauche, ou en cliquant sur X comme un raccourci clavier et en confirmant la suppression. Maintenant, si je veux rajouter un nouvel objet dans ma scène, il faut que j'aille donc, je peux faire ça de différentes manières. J'ai le raccourci Shift A qui me permet de faire apparaître le menu d'ajout d'objet, ou n'importe quel type d'objet. Je peux aller en bas à gauche ici, cliquer sur Add, et j'ai le même menu qui s'offre à moi, ou encore je peux aller dans la même région à côté, dans l'onglet Create, de création ici, et là j'ai pareil, toutes les différentes primitives qui s'offrent à moi dans cette région. Petite piqûre de rappel quand même, si cette région est cachée pour vous, vous pouvez cliquer sur T pour la faire apparaître ou disparaître, ou cliquer sur le petit plus qui est en haut à gauche ici. Donc maintenant on a notre fenêtre avec l'ajout de primitives, suivant le type d'objet que vous avez. Et nous on va se concentrer sur les types de maillage. Alors qu'est-ce qu'une primitive? Que ce soit pour des maillages, les courbes, des lampes ou quoi que ce soit, une primitive est en fait un paramètre, une forme prédéfinie, un paramètre prédéfini d'objet. C'est-à-dire que tous ces objets sont un peu les mêmes, sauf que comme ce sont des formes prédéfinies, les développeurs ont trouvé bon d'associer les différents points, sommets et faces de nos objets pour que ça prenne la forme de cube, cercle, sphère ou ainsi de suite pour vous aider dans votre modélisation. C'est-à-dire que on va choisir une primitive telle qu'une forme, un objet qui a déjà une forme qu'on a créée pour vous aider comme point de départ à la modélisation que vous voulez faire. Si jamais je veux partir sur la création d'une colonne, d'un poteau ou quelque chose comme ça, je trouverais sûrement plus pratique d'utiliser un cylindre comme point de départ plutôt qu'un cube. Et donc le fait d'ajouter un cylindre m'aidera me donnera un point d'avance par rapport à un cube pour réaliser la modélisation que je veux faire. Donc ça ce sont les différents primitifs qu'il y a. Je tiens à noter aussi notre petite chose, c'est le curseur 3D. Là on a rajouté notre cylindre et il s'est rajouté au centre de notre origine, enfin au centre de notre vue 3D, à l'origine du repère. Mais en fait non, il s'est rajouté au curseur 3D. Il se trouve que mon curseur 3D est à l'origine de mon repère, c'est pour ça que mon cylindre s'est rajouté à cet endroit-là. Mais si je fais un clic gauche ailleurs dans ma vue 3D, mon curseur 3D, je peux le déplacer. Et il est très probable que si vous soyez nouveau dans Blender, débutant, et que vous appreniez encore à maîtriser le logiciel, vous ayez par erreur déplacé ce curseur 3D en voulant sélectionner par exemple la caméra, ou même la lampe, et que votre curseur 3D soit allé ailleurs. Je dis clic gauche parce que moi ma sélection je la fais avec le clic droit, tel que c'est par défaut dans Blender. Néanmoins, dans mes premières vidéos de ce cursus, j'ai expliqué comment changer le paramètre par défaut pour que vous puissiez faire des sélections avec le clic gauche et que du coup inverser la position du curseur 3D, et dans ce cas là vous auriez à faire un clic droit pour déplacer le curseur 3D. Parce que mine de rien, ça c'est pratique. Le fait de pouvoir choisir l'emplacement où vous voulez que votre objet apparaisse, ça peut être quelque chose que vous voulez faire. Là si je clique sur cube, je sais déjà que mon cube apparaîtra à l'endroit où est mon curseur 3D.
parce que je l'ai positionné là et donc je peux avoir plus de contrôle sur l'apparition de mes objets. Néanmoins, je comprends que étant un débutant, en général, on veut pas toucher à ce curseur 3D parce que il nous sert à rien, presque même des fois il nous gêne. Moi, il m'a beaucoup gêné au début, et puis il se mettait à travers le chemin, il se met un peu n'importe où et ça nous dérange. Moi, je préférais qu'il reste à l'origine. Donc pour ça, si vous voulez vraiment remettre votre curseur à l'origine, vous pouvez aller dans le menu des propriétés de votre vue 3D. Un rappel encore une fois, si vous cliquez sur le plus qui est en haut, ou encore avec le raccourci clavier N, vous pouvez le faire apparaître ou disparaître, et là vous pouvez descendre tout en bas jusqu'à ce que vous ayez le sous-onglet 3D curseur, et vous avez la position de votre curseur 3D ici, et là si vous mettez tout ça à 0, vous remettez votre curseur 3D à l'origine du repère. Le raccourci clavier pour tout mettre à 0 ici, c'est Shift C. Donc si je le fais, voilà, je redézoome, je recentre toute ma scène, et mon curseur 3D est automatiquement remis à l'origine du repère. Je vais réappuyer sur N pour faire disparaître la région des propriétés ici, et je vais supprimer mon cube. Je vais aussi supprimer mon cylindre ici, et je vais vous parler encore d'autre chose. Lorsque j'ajoute un nouvel objet à ma scène, si je rajoute par exemple une sphère, j'ai rajouté ma sphère, mais il y a certaines choses, certains paramètres que je peux modifier ayant fait cette opération. Pour ça, je vais vous montrer le panneau qui est en bas à gauche ici, et qui est un panneau éphémère. J'aime bien employer ce terme de éphémère, parce que ça peut être assez frustrant, mais il faut savoir que ce panneau, les paramètres qu'il montre, s'effacent à chaque nouvelle opération que vous faites. Là, si je fais une translation, si je passe dans l'autre mode édition, dont je vais vous parler un peu plus tard, si je rajoute un autre objet à côté, si je fais une rotation, quoi que ce soit que je fasse, ou même que je sélectionne autre chose, les paramètres qui sont ici vont changer et ne seront plus du tout accessibles. On ne pourra plus jamais revenir à ces paramètres-là. Donc ils sont pratiques, les paramètres qu'on vous montre ici sont pratiques, mais il faut vraiment être au courant qu'on y a accès seulement une fois qu'on a fait l'opération. Si je fais une autre opération, si je fais une translation, je vais avoir d'autres paramètres qui seront liés à la translation de mon objet. Mais ceux-ci sont ceux liés à l'ajout de ma sphère. Et si j'avais ajouté un cube, j'aurais d'autres paramètres en fonction du cube. Donc c'est vraiment spécifique au contexte. Là, je peux changer plein de choses différentes. Je peux changer le nombre de segments qui constituent ma sphère. Donc je peux en mettre 16 si je veux, au lieu de 32. Et on voit que ça a été changé ici. Le nombre d'anneaux, la taille de mon objet. Je peux l'aligner à la vue. Donc si je clique là-dessus, on voit que elle se tourne et elle s'aligne par rapport à ma caméra. Donc enfin par rapport à la vue dans laquelle je suis. Et je peux aussi changer la position ou la rotation de ma sphère. Rotation qui a automatiquement été mise à jour quand je l'ai alignée à la vue. Si je désencoche ça, voilà, on peut remettre tout à 0 ici. Maintenant, si je rebaisse ça et que je le remets en bas, je vais vous montrer ce que les artistes emploient le plus souvent. En général, ce panneau-là cache beaucoup des options qu'on peut avoir dans cette région ici. Et donc ça prend de la place inutilement. Surtout lorsqu'on sait qu'on peut avoir le raccourci clavier F6 et faire apparaître un menu flottant qu'on peut placer un peu partout si on clique ici et qu'on le déplace. Mais Blender considère aussi qu'on est dedans tant que la souris est dessus. Si on éloigne un peu trop la souris, il disparaît. C'est un panneau éphémère, hein, je vous l'ai dit. Donc vous pouvez appuyer sur F6 et vous aurez accès aux mêmes propriétés que vous aviez en bas à gauche dans le panneau. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quelque chose qui peut être pratique, mais vraiment, rappelez-vous, si je fais autre chose, donc je vous montre le panneau ici. Si jamais je bouge, je fais une translation, voilà, les paramètres ici changent et je vois les paramètres qui sont liés à la translation. Ça, je n'en parle pas. De toute façon, vous allez rapidement vous familiariser avec tout ça. Mais on voit que ça prend quand même pas mal de place sur notre région de propriété. Non, notre région d'outils ici. Et donc, en général, on préfère le baisser. Si vous voulez retrouver les anciens paramètres de l'ajout de la sphère, la seule manière que vous avez, c'est de faire des CTRL-Z ou même de CTRL-Z jusqu'à ce que vous n'ayez plus de sphère, ou supprimer directement votre sphère, et d'en rajouter une nouvelle. Et là, vous retrouverez les mêmes paramètres. Donc tout ça c'est bien, on peut rajouter une sphère, on connaît les différents raccourcis que je vous ai montré dans une précédente vidéo pour agrandir, déplacer ou même faire tourner notre sphère, respectivement les raccourcis S, G et R.
Et avec les différents paramètres que je vous ai montrés à côté, on peut même changer le nombre de segments, d'anneaux, ou même encore une fois la taille ou la position et la rotation de notre sphère. Mais qu'en est-il si on veut modifier la forme de la sphère? Si on veut vraiment rentrer dedans et dire que changer ça pour que ce ne soit plus une sphère. Imaginons que je supprime ma sphère et je rajoute un cube. Je peux faire F6 et avoir encore d'autres propriétés qui sont relatives à mon cube. Mais si mon but c'est de transformer ce cube en boîte à trésor par exemple, en coffre, en je sais pas quelque chose de cubique, donc c'est un bon point de départ, je suis d'accord avec vous, mais avec ce que je viens de vous montrer, j'ai pas beaucoup de contrôle, je peux pas faire grand chose, et ça me servira à rien dans le but d'atteindre cet objectif d'un coffre-fort par exemple. Alors pour ça il va falloir éditer la structure même de mon objet, et pour ça on va passer en mode édition, et on va éditer notre objet. Le mode édition on va le trouver en bas à gauche ici. Il y a tous différents modes dans Blender, mais vraiment les deux principaux que vous voudrez utiliser tout le temps, enfin la grosse majorité du temps que vous serez sur Blender pour faire de la modélisation, ce sera le mode édition ou le mode objet. Jusqu'à présent vous avez été en mode objet, et maintenant si vous passez en mode édition, vous allez voir que votre cube change, il est entièrement sélectionné, tout en orange cette fois-ci, et on a accès aux différents composants qui créent notre objet, c'est-à-dire les différents sommets, arêtes et faces. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en 3D encore, que vous venez de découvrir vraiment la 3D, même pas Blender seulement, mais juste la 3D en général, il faut savoir que tout objet en 3D est composé de ces trois éléments-là. Les sommets, les arêtes et les faces. Respectivement, les sommets sont les différents points de connexion qui vont relier les arêtes entre elles. On ne peut pas avoir une arête qui relie plus de deux sommets. Une arête c'est la jointure entre deux sommets. Et les faces sont ce qui remplit les trous de la structure filaire qui est créée des arêtes. Donc si je récapitule, on va avoir un point ou un sommet, c'est juste un point qui est ici. Une arête, c'est vraiment le segment qu'il va y avoir entre deux sommets. Et une face est constituée de 3 ou plus arêtes. Donc on a d'abord les sommets, puis les arêtes, et à partir de 3 ou plus d'arêtes, on va avoir des faces. Là, 4, en l'occurrence. Je vais passer un peu sur les modes de sélection de ces éléments qui constituent notre objet. Et ensuite, je vous parlerai plus en détail la différence entre le mode édition et le mode objet. Comment sélectionner ces différents arêtes par rapport au mode objet dans lequel quand on clique sur notre objet et qu'on le sélectionne, on sélectionne tout l'objet d'un coup. Là, on sélectionne chacun de ses composants et on a accès à toutes les données qui constituent l'objet. Donc je peux faire ce que je veux avec ce que j'ai sélectionné. Les raccourcis sont les mêmes qu'en mode objet. Ce sommet que j'ai sélectionné, si je veux le déplacer, je peux appuyer sur G et je déplacerai seulement le sommet. Je peux utiliser les mêmes widgets ou les mêmes manipulateurs qui sont ici, les flèches. Bon, pour l'agrandissement ou la rotation, ça va pas jouer sur grand chose. Si je fais une rotation ici, c'est un sommet, c'est un point, donc c'est infinitésimalement petit. Il y a une taille là pour qu'on puisse le voir à l'écran, mais on peut pas vraiment se représenter un sommet qui tourne sur lui-même. Par contre, si je sélectionne avec Shift un deuxième sommet, je sélectionne automatiquement une arête aussi qui lie les deux. Et là, si je fais R pour faire une rotation, on voit que ce raccourci-là fonctionne aussi, et même le raccourci S pour agrandir ou réduire ma sélection fonctionne tout pareil qu'en mode objet. Du coup, quand je veux sélectionner plusieurs éléments, je fais un Shift. Là, je sélectionne sommet par sommet. Donc pour sélectionner une arête, je sélectionne deux sommets, l'une à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, et ça sélectionne l'arête qui relie les deux. Et si je sélectionne assez de sommets, je vais aussi automatiquement pouvoir sélectionner une face. Néanmoins, même si l'opération est assez simple, sélectionner une face, bon bah j'ai sélectionné les arêtes qui la composent, les sommets qui la composent, mais ça reste 4 clics. 4 clics pour sélectionner une face. Imaginons que on travaille sur des objets plus complexes et que l'on veuille sélectionner toute une région de mon objet, constituée de plusieurs faces. Va-t-il falloir que je fasse un clic par sommet pour sélectionner chaque face en maintenant Shift à chaque fois? Ça va être très long et très rébarbatif, alors qu'on a bien d'autres choses plus intéressantes à faire en modélisation. Donc je vais vous montrer progressivement d'autres manières de pouvoir faire des sélections. Déjà, le fait de pouvoir sélectionner pas seulement les sommets, mais directement des arêtes ou directement des faces. Ça se fait simplement
via les boutons qui sont ici. Là on voit qu'il y en a 3 mais qu'il n'y en a qu'un seul de sélectionné, celui avec un point dessus, donc logiquement on peut le déduire que c'est la sélection par sommet. Si je clique sur le deuxième à côté, là j'ai tous les points qui étaient des sommets qui disparaissent, et quand je fais mes clics droits, je peux sélectionner des arêtes spécifiquement, ou avec Shift même plusieurs arêtes, et encore une fois quand je sélectionne assez d'arêtes, je sélectionne une face complète. Et le troisième bouton, bien sûr, c'est la sélection par face. On voit que cette fois-ci, j'ai des points de sélection qui apparaissent au milieu des faces. Et donc, quand je clique dessus, je sélectionne directement une face entière en un seul clic, au lieu de faire les 4 clics de mes sommets ou de mes arêtes. Bien sûr, je peux, comme pour mes manipulateurs, les widgets ici, je peux combiner les modes de sélection. Si je veux sélectionner les sommets, mais que je veux aussi pouvoir facilement sélectionner les arêtes en même temps, je vais faire un Shift-clic et activer les deux, et là je peux sélectionner non seulement un sommet tout seul, mais aussi une arête en cliquant dessus tout seul à côté, d'un seul coup. Et bien sûr je peux cumuler les 3 et là faire un méga combo of the dead où je sélectionne soit un sommet, soit une arête, soit même une face en un seul clic. Mais encore une fois, même si bon bah là je peux sélectionner une face en un clic au lieu de 4, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, sélectionner toute une région d'un objet plus complexe avec plein de faces, ça me fait quand même un clic par face et il peut facilement y avoir beaucoup de faces dans un objet. Donc je vais vous montrer encore d'autres manières de pouvoir sélectionner plein de sommets ou faces et d'arêtes simultanément. Pour ça je vais passer en mode objet, je vais supprimer mon cube et je vais rajouter une sphère qui aura, ma foi, un peu plus, quand je passe en mode édition, un peu plus d'éléments qui la composent pour montrer plus des modes de sélection. Je vais me remettre en sélection uniquement par sommet, parce que c'est une préférence personnelle, et je vais zoomer un peu plus sur ma sphère. Je vais passer je vais appuyer sur 5 pour mettre en vue orthographique, voilà, et voir un peu mieux, voilà, vous zoomez un peu plus proche. Et maintenant donc, je vais passer par la première méthode de sélection de masse, c'est l'ultime sélection par masse, c'est le raccourci clavier A. Lorsqu'on clique sur A, c'est l'équivalent de all en anglais et c'est tout, ça veut dire tout. Donc si je fais A là, j'ai tout désélectionné. Tout ce qui était sélectionné, je l'ai désélectionné, j'en suis sûr, j'ai plus rien de sélectionné. Si je rappuie sur A, rappuie sur A une fois, je sélectionne tout d'un seul coup. Là je sais que j'ai tous mes sommets, segments et faces qui sont sélectionnés, c'est certain. Même si je n'ai qu'une petite sélection qui est ici, en appuyant sur A, je sais que je désélectionne tout. Et quand je réappuie sur A, je sais que je resélectionne tout. Donc c'est un très bon moyen lorsque vous rentrez en mode tabulation et que vous n'êtes pas sûr, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas sûr, que votre objet qu'il y ait quelque chose de sélectionné ou pas. J'ai la possibilité de cacher mes widgets si je veux. Donc si j'ai caché mes widgets, là j'ai bien un sommet qui a été sélectionné ici, mais si je suis tourné dans un angle bizarre, je pourrais ne pas le savoir. Donc pour être sûr, vous pouvez avoir le réflexe de toujours faire A, et là j'ai cliqué sur A mais ça a rien fait, donc je me suis dit ah tiens, j'ai désélectionné, je devais avoir une sélection cachée quelque part que je voyais pas, je l'ai désélectionné, là j'en suis sûr. Et si j'appuie sur A, je sélectionne tout, donc en réappuyant là, je sais que là j'ai plus rien, c'est certain. Et là ça vous permet d'être sûr que vous nettoyez votre sélection. Ça c'est la première chose à noter, le raccourci clavier A. Ensuite, si vous voulez sélectionner, disons, la moitié supérieure de votre sphère, je vais me mettre en vue de face, comme ça on pourra sélectionner la moitié supérieure de la sphère. Il y a différents moyens, je vais vous montrer au moins 3 méthodes différentes de le faire, et donc 3 méthodes de sélection. La première ce sera avec B, le raccourci clavier B, on voit que j'ai 2 axes qui viennent traverser ma souris, et lorsque je clique, que je maintiens mon clic et que je déplace ma souris, j'ai une boîte de sélection qui apparaît, et lorsque je relâche mon clic, tout ce qui est à l'intérieur de ma boîte de sélection est sélectionné. Alors à noter que tout ce qui est à l'intérieur de ma boîte de sélection est sélectionné, mais il faut faire attention, suivant un mode spécifique dans lequel vous pourriez être. Là, si je tourne autour de ma sphère, on voit que seulement la moitié de ma moitié que j'ai sélectionnée a été sélectionnée. Waouh, phrase un peu compliquée. La moitié de ce que j'ai voulu sélectionner a été sélectionné. Parce que Blender n'a sélectionné que les sommets qui étaient visibles dans ma vue. Tout ce qui était derrière, Blender ne le voyait pas, enfin je ne pouvais pas le voir, donc Blender ne l'a pas sélectionné. Et ça c'est parce que le bouton qui est ici est coché. Si vous décochez ce bouton, ça vous permet de voir à travers votre objet, donc on peut voir les sommets qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas censés être visibles, en transparence, et tout ce qui est visible est maintenant sélectionnable. Si je me remets en vue de face, et que je refais ma boîte de sélection pour sélectionner tout ce qui est à l'intérieur,
Maintenant, quand je tourne autour de ma sphère, je vois que j'ai bien sélectionné la moitié supérieure de ma sphère. Ça, c'est une première méthode de sélection. Je me remets en vue de face. Si je veux tout désélectionner, je vais appuyer sur A. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière, qui ressemble beaucoup à la première. Ce n'est pas une boîte de sélection, plutôt qu'un cercle cette fois-ci. Donc, pour boîte, box, le raccourci clavier c'était B. Donc pour cercle, circle en anglais, le raccourci clavier c'est C. Si j'appuie sur C, j'ai un cercle autour de ma souris. Et je peux changer son rayon, son diamètre, en jouant avec la molette de ma souris. Donc si je tourne la molette, je peux soit zoomer ou dézoomer, enfin agrandir ou réduire le cercle de sélection. Et pareil, si je fais mon clic de sélection, droite ou gauche, suivant ce que vous avez précisé dans les paramètres, dans les préférences, lorsque je clique, tout ce qui sera à l'intérieur de mon cercle sera sélectionné. Donc ça c'est la deuxième méthode de sélection. Et pareil, soit je sélectionne les faces visibles si ce bouton est coché, soit, comme là c'est décoché, je sélectionne à travers tout, donc vraiment tout ce qui est dans mon cercle. La dernière méthode que je vais vous montrer, c'est en cliquant et en faisant un agrandissement de sélection. Là j'ai sélectionné le point central de ce que je veux comme sélection, et je vais agrandir incrémentalement cette sélection en appuyant sur les touches CTRL et plus. Et à chaque fois que j'appuie sur plus, j'agrandis de 1 ma sélection. Et si j'appuie sur moins, je réduis de 1 ma sélection. Donc ça aussi, ça peut être très pratique suivant la sélection que vous voulez faire et la topologie de votre maillage. Je parlerai un peu plus de topologie dans une prochaine vidéo, mais sachez que le terme topologie est un jargon qui parle de la manière dont est créé, dont sont formés vos objets. Donc la position de vos arêtes face et sommet. Donc CTRL plus, CTRL moins permet d'agrandir ou de réduire une sélection, quelle que soit la sélection. Maintenant que je vous ai montré comment sélectionner, comment désélectionner. A permet de désélectionner tout, mais en lien avec le B et le C que je vous ai montré juste précédent, la sélection par boîte ou par cercle, si je prends le cercle, et ça marche de la même manière avec la boîte, je vous ai dit qu'avec un clic de sélection, clic gauche pour moi, peut-être le clic droit pour vous, je sélectionne tout ce qu'il y a dans mon cercle. Si par contre je fais un clic molette, un clic du milieu de ma souris, tout ce qui sera à l'intérieur sera désélectionné. Et lorsque je fais ma boîte de sélection avec B, au lieu de faire un clic gauche que je maintiens pour faire ma boîte, si je fais un clic molette que je maintiens pour faire ma boîte, tout ce qui sera à l'intérieur sera désélectionné lorsque je lâcherai mon clic. Bon bah simple à saisir. Maintenant que je vous ai montré un peu le mode objet, en quoi ça consiste, donc je vais vous parler plus de la différence entre le mode objet et le mode édition. Pour ça je désélectionne tout et je repasse en mode objet. Je recentre autour de ma sphère, voilà. Je suis donc en mode objet ici. Pour faire simple, si je veux vraiment catégoriser les deux, le mode objet sera le mode dans lequel vous allez pouvoir modifier ou toucher à toutes les données relatives à votre objet en général. Tout votre objet. Donc là, la sphère en entière. Lorsqu'on parle du mode édition, par contre, ça ce sera le mode qui va vous permettre de toucher à toutes les propriétés qui sont relatives aux données des éléments qui constituent votre objet. Donc dans le mode objet, on touche à l'objet global, dans son ensemble. Dans le mode édition, on édite l'objet, c'est-à-dire on transforme la structure de l'objet. Et toutes les données qu'on modifie sont des données relatives à la structure de votre objet. En d'autres termes, là je suis en mode objet, j'ai caché mes widgets, mes manipulateurs tout à l'heure, je vais le faire réapparaître. Si je déplace ma sphère, ici, je la déplace dans ma vue 3D, je déplace l'objet en général. Donc l'objet a été bougé, et c'est comme si on va supprimer la sphère, je vais rajouter un autre objet, je vais rajouter Suzanne, qui est la mascotte de Blender, qui est vraiment la mascotte, une tête de singe, et elle s'appelle Suzanne. Imaginons que Suzanne est une mini statuette. On va imaginer Suzanne en tant que statuette. Lorsque je suis en mode objet, on va prendre un cas concret réel. On va dire que j'ai Suzanne en vrai dans ma main, comme un objet réel, et je suis dans mon salon. Et je veux, je peux placer Suzanne, ma statuette, je peux la placer n'importe où dans mon salon, sur une étagère, par terre, n'importe où. Je peux aussi très facilement la tourner. Si je fais R, je peux la tourner et la placer si je veux la coucher par terre, coucher sur un buffet ou quoi que ce soit.
je le fais comme je veux. Et là, je touche aux données de mon objet global, donc de ma Suzanne tel que je le poserai dans un environnement réel. Je peux vérifier ces transformations que j'ai faites en appuyant sur N et en faisant apparaître le panneau des propriétés de ma vue 3D. Et si je zoome tout en haut, dans les transformations de mon objet, de ma sélection dans la vue 3D, je vois que j'ai modifié la position de mon objet sur l'axe des X, qui est l'axe rouge, donc c'est bien l'axe sur lequel j'ai transformé ma statuette, et les rotations que j'ai modifiées aussi. Bon, étant dans un environnement 3D, et donc pas réellement dans la vue, dans la réalité, on a un peu plus de possibilités, c'est-à-dire qu'on peut changer l'échelle par rapport au monde dans lequel on est. On peut dire que ma Suzanne, ma statuette, est 2 fois plus grande ou 2 fois plus petite que l'échelle de la scène dans laquelle je me trouve. Donc par rapport à la réalité, ça c'est pas forcément très réaliste. Je peux pas dans la vie réelle prendre ma statuette dans ma main et dire bon bah tiens je veux qu'elle soit 2 fois plus grande que en échelle que le salon dans lequel je me situe. Mais là en 3D c'est faisable. Là j'avais plus qu'à appuyer sur S2, préciser 2 et là j'ai agrandi de 2 fois Suzanne et on peut le voir ici dans les propriétés de dimensionnement ici. Ça a été agrandi de 2 partout. Néanmoins, lorsque je vais faire CTRL Z et je vais remettre ça par défaut, lorsque j'ai ajouté ma Suzanne, là je suis en mode objet, j'ai modifié toutes ces propriétés qui sont relatives à Suzanne dans la vue 3D, dans la scène, et c'est les données de l'objet. Lorsque je tabule en mode édition par contre, j'ai accès aux données qui constituent le maillage de ma statuette. Disons que cette fois-ci, j'ai la possibilité de transformer la forme de Suzanne. Donc dans la vie réelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est là qu'on a un peu genre des pouvoirs de créateur, mais on reprend notre statuette qui est dans notre main, dans notre salon. On peut pas, à moins que ce soit vraiment une statuette d'argile qu'on soit en train de créer, donc on est dans une position de créateur, d'artiste. Là, sinon on ne peut pas dire ah bah tiens je voudrais que ce sommet là eh ben, il soit situé à 2 cm ou il soit déplacé par rapport à mon objet. C'est impossible. C'est là que on fait abstraction, lorsqu'on rentre dans le mode édition, on fait abstraction du monde qui entoure, on est vraiment rentré dans un autre espace-temps, disons, où on est juste autour de Suzanne, on est concentré que sur cet objet-là, et on est en mode créateur, et on change la forme de notre objet. Donc, pour refaire le parallèle avec la vie réelle, on n'est plus dans notre salon. On n'est plus du tout dans notre salon, on est juste dans un espace qui est relatif que à notre statuette, qui est juste notre statuette, et on peut en modifier la structure, la forme, ce qu'on veut. Là, on est d'accord que si on repasse en mode objet, notre Suzanne, notre objet, on peut plus modifier la forme parce qu'on est en mode objet, mais notre objet en soi n'est plus Suzanne. Suzanne, c'était la tête de singe qui est au milieu. Si on avait une sphère, qu'on avait bougé un point comme ça, on n'aurait plus une sphère. L'objet se nommerait sphère, mais on aurait altéré la forme de la sphère. C'est la grosse différence qu'il y a entre le mode objet et le mode édition. Et il faut vraiment faire en sorte que ça rentre dans votre tête, que lorsqu'on voudra modifier la position de l'objet, ou la rotation ou quoi que ce soit, on sera dans un espace global, avec plein d'objets autour, et on pourra placer les objets, mais lorsqu'on est en mode édition, on joue sur la structure d'un objet en particulier. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que, si je rajoute un cube ici, dans ma scène, j'ai 2 objets différents que je peux sélectionner parce que je suis en mode objet. Donc en mode objet, je parle des données des objets en général. Donc je peux modifier les données de cet objet, les données de cet objet-là. Et je peux placer les objets où je veux dans ma scène et sélectionner chacun d'eux individuellement. Donc les objets sont les différents composants de la scène, d'accord? Lorsque je suis en mode édition, je ne peux plus sélectionner les autres objets qui sont autour. Je ne sélectionne que l'objet sur lequel je suis rentré en mode édition. Et les composants de ma scène, ce ne sont plus des objets, ce sont des sommets, des arêtes et des faces. Là, les composants de ma scène, ce sont tous les sommets, arêtes et faces qui sont ici. C'est sur ça que je peux travailler, mais plus sur les objets en général. Donc, si vous ajoutez, parce que vous noterez, vous serez sûrement assez assidu pour noter qu'en mode édition, vous avez accès ici, dans le panneau Create, vous avez accès aux primitives des maillages. Donc je peux encore ajouter un cube si je veux. Et j'ai accès à ces sommets, ces arêtes et ces faces. À noter que cette fois-ci, je viens d'ajouter un cube, mais je suis en mode édition. Donc je suis en train d'éditer, en train de transformer l'objet Suzanne, l'objet qui s'appelle Suzanne. Je suis en train de transformer cet objet.
Cet objet, à la base, c'était une primitive. Donc c'était un ensemble de points, comme j'ai expliqué en début de vidéo, qui avait été assemblés pour dire que cet objet ce sera une tête de singe. Et on va l'appeler Suzanne. Donc ce qu'on a considéré comme étant Suzanne, c'était notre tête de singe avec ces sommets qui étaient ici. Maintenant on vient de modifier la tête de singe tout à l'heure, on a enlevé un sommet, on va bouger un sommet, et on a quand même considéré que c'était Suzanne, parce qu'on s'est dit, c'est Suzanne comme tout à l'heure, juste on a bougé un point. Donc c'est Suzanne, mais on considère que ma Suzanne maintenant, celle que j'ai faite, c'est la Suzanne de base, avec ce point bougé de telle manière. Et pour moi, ça c'est Suzanne, parce que je l'ai modifié tel quel. Maintenant, si je repasse en mode objet, après avoir rajouté ce cube, c'est comme si j'avais dit, pour moi Suzanne, ce n'est pas que la tête de singe. Pour moi, Suzanne, l'objet Suzanne en général, c'est une tête de singe avec, à côté dans l'espace, un cube. Mais tout ça, c'est un seul et même objet. Ça peut paraître bizarre, parce que ces deux ensembles de points ne sont même pas reliés entre eux. Donc, il est très logique que, même pour un débutant ou qui que ce soit, on imagine que ce soit deux objets différents. Néanmoins, quand vous êtes en mode objet, et que vous parlez des données relatives aux objets en général, là, vous ne pouvez plus sélectionner distinctement soit Suzanne, soit le cube qui est à gauche. Vous pouvez sélectionner le cube qui est ici à droite, parce que ça c'est un objet complètement différent, que j'ai rajouté en mode objet. Mais tout ça, les deux, le cube et la tête de singe, sont un seul et même objet. D'accord? Ça c'est un premier point auquel il faut vraiment faire très attention. Parce que il m'est arrivé moi-même à mes débuts, et c'est très facile de rentrer en mode édition, et comme c'est très pratique, on peut changer les sommets partout, on a beaucoup plus de contrôle, on crée toute notre scène comme ça. Donc je voulais faire une table, des chaises, poser un pot de fleurs sur la table et ainsi de suite. Et j'ai tout fait en mode édition. J'avais accès aux différentes primitives de base, je pouvais les ajouter directement en mode édition. Donc là, j'avais commencé à créer une table, bouger mon cube, le modeler pour que ça fasse une table. Je pouvais poser Suzanne dessus à plat en sélectionnant avec, je peux faire A pour tout sélectionner, B, je peux sélectionner toute Suzanne. Je peux la bouger, je peux la changer de position, ici je peux la tourner aussi si je veux avec R, et je peux la poser sur ma table, et ainsi de suite. Et j'avais fait toute une scène comme ça. Mais vous apercevrez qu'au bout d'un moment, vous voulez sélectionner juste Suzanne. Là, à partir de là, si je veux sélectionner juste Suzanne, et pas ma pseudo-table, je fais A pour tout sélectionner. Imaginons que maintenant je veux sélectionner Suzanne. Je peux essayer ma boîte de sélection, mais non, mais là je vais prendre la table avec. Je peux essayer le cercle de sélection, mais là aussi c'est difficile de pas prendre la table. Donc le fait d'avoir un mode objet est très pratique pour ça, ça veut dire qu'on peut séparer par objet, par type, ce qu'on veut. Et là en passant en mode objet, si j'avais séparé mon cube et ma Suzanne, et si j'avais fait un cube séparé comme ici, j'aurais pu aplatir ce cube à côté en mode objet. Voilà. Et si c'était ce cube qui était en dessous de Suzanne, j'aurais pu facilement distinguer les deux sélections en cliquant soit sur Suzanne, soit sur le cube en mode objet. Donc voilà, ça c'est vraiment pour faire les distinctions. Je vais supprimer les deux qu'on a ici, voilà, et je vais rajouter Suzanne en faisant bien attention d'être en mode objet. Je veux encore faire une distinction d'un point, qui là aussi est important à comprendre. On va facilement pouvoir considérer, ou vous allez facilement imaginer que si vous voulez déplacer votre Suzanne, vous sélectionnez votre objet et vous pouvez la déplacer dans l'espace 3D. Et comme je vous ai dit, on voit la différence de position ici dans les transformations de l'objet. Ces données qui sont ici sont les données relatives à votre objet en général. CTRL Z pour remettre ça vraiment à 0. Si je mets en mode édition, vous remarquerez tous que par défaut tout est sélectionné. Donc, et même si je fais A pour désélectionner et resélectionner, là je suis sûr que j'ai tout sélectionné. Si je déplace Suzanne ici, j'ai déplacé tout mon singe, j'ai déplacé toute ma statuette, comme je le veux, moi vraiment. Donc qu'est-ce qui vous empêcherait de positionner vos objets dans votre scène juste en mode édition? On rentre en mode édition, mais on sélectionne tout notre objet, et on déplace et on place les objets de notre scène. Donc là je place Suzanne, je veux la placer au fond à droite ici, et ensuite je vais en mode objet. J'ai bien compris qu'il fallait être en mode objet pour rajouter un objet. Donc là je rajoute un cube. Voilà, je suis en mode objet, je rajoute mon cube. Mais maintenant je veux placer mon cube, je passe en mode édition. Par défaut tout est sélectionné. Donc maintenant je peux placer mon cube, mais je peux le placer en bas. Enfin en bas.
devant ici à gauche cette fois-ci, et j'ai placé mon cube et je replace en mode objet, et cette fois-ci j'ai encore mon cube qui est ici, et Suzanne qui est là-bas, et je les ai placés dans ma scène comme je le veux, tout en séparant bien le fait que ce soit deux objets distincts. Mais vous allez sûrement remarquer quelque chose depuis tout à l'heure, c'est que je sélectionne Suzanne ou que je sélectionne mon cube, les deux objets auront leur manipulateur et leur widget qui resteront au centre de l'origine ici, au centre du repère, alors que je suis en mode objet. Quand je passe en mode édition, bien sûr, les widgets, ils se mettent au centre de gravité, au point médian de toute ma sélection. C'est-à-dire que si je sélectionne un sommet, ben, mes widgets, mes manipulateurs, ils vont juste sur ma sélection. Si je sélectionne deux sommets, ils se mettent au milieu. Donc si je sélectionne tout mon cube, ils se mettent au centre de mon cube. Mais quand je passe en mode objet, mes manipulateurs sont plus au centre de mon cube. Pourtant, logiquement, on imagine facilement que le centre de gravité de notre cube, le point de pivot, le point générique de notre cube devrait être au centre, au milieu de notre cube. Et c'est le cas lorsqu'on l'ajoute par défaut. Je sélectionne les deux, là je vais les supprimer, je recrée un singe, et par défaut, effectivement, les widgets, les manipulateurs de mon singe sont au centre de gravité de cet objet. Et si je le déplace en mode objet, on voit que ce centre de gravité se déplace avec mon objet. C'est la plus grosse différence qu'il va y avoir avec le mode édition. Si je suis en mode édition et que je fais comme tout à l'heure, je déplace mon singe en mode édition, le point orange que vous voyez ici, qui est peut-être gêné par le curseur 3D, mais je le déplace le curseur 3D, le point orange qui est ici ne bouge pas en même temps que Suzanne lorsqu'on est en mode édition. Il ne bouge que lorsqu'on est en mode objet. Parce qu'en fait, en mode objet, on pourrait considérer que ce point orange à lui seul représente notre objet. C'est notre objet. Ce point orange, c'est notre objet. J'aime bien le considérer ça comme ça. C'est ce point orange qui rassemble toutes les données que vous avez ici, qui sont les données de position, de rotation et d'agrandissement de cet objet. Autrement dit, là, j'ai bien déplacé Suzanne dans ma scène, mais pour Blender, pour le logiciel Blender, l'objet qui s'appelle Suzanne, lui, n'a pas bougé. L'objet qui s'appelle Suzanne, il est toujours en position 0, 0, 0, avec une rotation de 0, 0, 0, et une taille fixée à 1 par défaut. Par contre, les données qui constituent cet objet, Suzanne, elles ont bougé. C'est-à-dire que cet objet Suzanne est créé non plus d'un singe autour de l'objet avec ce point comme centre de gravité, mais cet objet est constitué d'un singe qui a été déplacé de 2.5 unités sur l'axe X. Ce qui fait que si on prend notre objet, toutes les données qui sont en mode édition sont les données qui constituent la structure de notre objet. Et la structure, c'est plus un singe au milieu ici, c'est un singe qui est là. Pour faire encore mieux, je vais supprimer, alors que je suis en mode édition. Je suis en mode édition et pas en mode objet. Donc je suis en train d'éditer la structure de mon objet, mais je vais supprimer tous les points qui constituent cet objet. Donc là, je sélectionne tous les sommets par exemple. Et donc j'ai plus d'objet du tout. Là, je suis encore dans mon objet. Je suis en mode édition, mais je suis en train d'éditer un objet. Donc on voit toujours le point orange qui est au milieu, c'est-à-dire que notre objet existe encore. Et d'ailleurs, si je vais dans le outliner qui est en haut ici, qui est un peu la fenêtre qui rassemble tous les éléments qui constituent notre scène, on voit que dans notre scène, on a la caméra, la lampe, et on a un objet de type maillage qui s'appelle Suzanne. Il existe, et on est même dans le mode édition de cet objet. On est en train de l'éditer. Là, je peux faire ce que je veux avec mon objet. Il est vide, il n'y a rien dedans, mais je peux dire que je peux créer un nouvel ensemble de points, et on a accès aux primitives qui sont à côté, on l'a vu tout à l'heure, et je peux rajouter un cube par exemple. Bon, il se rajoute au curseur 3D. Je vais supprimer, je vais faire Shift C, et remettre le curseur 3D au centre. Et si je rajoute un cube au centre ici, je suis en train de dire typiquement que maintenant, Suzanne, qui pour Blender est normalement censé être un singe ici, Suzanne, ça n'est pas un singe, Suzanne, c'est un cube. Et maintenant, si je passe en mode objet, j'ai un cube qui est nommé Suzanne. Pire que ça, parce que Suzanne, pour vous, c'est abstrait, c'est juste la mascotte de Blender, c'est une tête de singe, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Si je supprime mon cube, je peux rajouter un cube, voilà, c'est un objet cube que j'ai ajouté en mode objet. Je peux aller en mode édition, je supprime toutes les constituants de ce cube, et je rajoute une primitive qui est une UV sphère. Et en gros, en repassant en mode objet, je viens de dire que là, j'ai créé un cube, et l'objet cube pour Blender, l'objet cube, ce n'est pas un cube, c'est une sphère. C'est fort quand même.
c'est vraiment la différence qu'il y a entre le mode édition et le mode objet. Le mode édition, c'est la forme de votre objet. Qu'est-ce que c'est pour Blender l'objet? Alors que le mode objet, c'est les données générales où est placé votre cube, quelle rotation il a, donc quelle orientation il a, la taille qu'il peut avoir, et ainsi de suite. Lorsque on va passer un point sur la taille, parce que ça peut prêter à confusion, je vais supprimer ça et rajouter un cube encore une fois. Pour faire ça, pour vous expliquer la taille par rapport à le mode objet ou le mode édition, je vais aller dans des paramètres un peu plus avancés ici. Je peux changer les unités de Blender. Pour l'instant, j'ai aucune unité, c'est-à-dire que un carreau, c'est une unité Blender, tout court. Mais une unité Blender, ça parle pas trop aux gens. Donc, on va dire qu'on va se mettre dans le système métrique. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, on voit que ici, tout a été mis à jour. Et donc, on parle de mètres, on parle de degrés, encore de mètres ici, de centimètres, ainsi de suite, de millimètres. Donc, on peut voir, on est dans le système métrique, bêtement. Et là, on a les dimensions qui sont en X de 2 mètres, 2 mètres par 2 mètres. Donc notre cube, si je me mets en vue de face, il fait 2 mètres de haut, sur 2 mètres de large, sur 2 mètres de profondeur. Donc facilement, on peut en déduire que une unité Blender égale 1 mètre. Voilà, donc là on est sur ça, on est sur unité Blender égale 1 mètre. Par défaut, on a une taille qui est de 1, 1 et 1. D'accord? Donc si je réduis ma taille ici, CTRL Z, si je réduis la taille en Z et que je mets 0.5 en mode objet, je suis dans le mode objet, je suis en train de définir à Blender que la taille de mon objet, j'ai rajouté mon objet, mais sur les données de mon objet général, je veux que mon objet il soit positionné à tel endroit, telle rotation, mais je veux qu'il ait une dimension qui soit par défaut une dimension de 1 partout, mais qu'il soit 2 fois plus petit que l'échelle de ma scène, l'échelle de l'univers dans lequel il se trouve, il soit 2 fois plus petit sur l'axe des Z. D'accord? Et Blender va le réduire, et donc va dire que du coup sa taille en Z c'est 1 mètre. C'est plus que 1 mètre, c'est la moitié de ce que ça devrait être dans l'espace dans lequel il est. C'est les données de l'objet. Je vais CTRL Z, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode édition, et là je vais, encore une fois, je vais réduire sur l'axe des Z, je vais éditer l'axe des Z ici, je vais faire S, Z, 0.5. Hop, donc j'ai réduit de moitié la taille sur l'axe des Z. Je repasse en mode objet, et ma dimension sera encore de 1 mètre, ici. Donc Blender calcule bien que mon objet fait une unité Blender de haut, donc, bon ben en dimension dans la scène, ici, mon objet fait bien 1 mètre de haut. Par contre, quand je vois la proportion de mon objet, Blender considère que, en Z, la proportion c'est de 1. Donc c'est la proportion par défaut. Du coup, Blender considère maintenant qu'un cube, le cube tel que je l'ai rajouté, c'est un objet qui fait 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre. Pour lui, un cube c'est ça, alors que mathématiquement parlant, ce n'est pas le cas. Mais comme j'ai transformé les données de l'objet, j'ai redéfini ce qu'était un cube. En allant en mode édition, j'ai redéfini ce qu'était un cube. Alors qu'en restant en mode objet et en redimensionnant le cube en mode objet, je n'ai rien redéfini du tout pour Blender. Lorsque j'étais en mode objet et que je redimensionnais, le cube faisait 1 mètre de hauteur ici, mais c'était normal, parce que par rapport au monde, on avait spécifié qu'on voulait, sur l'axe des Z, la moitié de ce qui est par défaut, la moitié de ce qui est mathématiquement un cube. Maintenant, on a redéfini, on a dit qu'un cube, c'est plus du tout du 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, par défaut, lorsque tout est à 1, lorsque l'échelle est par défaut à 1, un cube c'est 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Donc maintenant, si ici, en mode objet, je redéfinis à 0.5 la taille en Z, notre cube fera plus que 50 cm de haut. J'espère que je suis pas trop flou dans mes explications, que vous comprenez bien, et que c'est pas des détails trop compliqués, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réussir à comprendre par rapport aux données entre le mode objet, qui sont vraiment les transformations globales de mon objet, et le mode édition dans lequel on travaille que sur la structure de l'objet. Et en bonus, il faut comprendre l'état de ce point d'origine de mon objet, qui fait que lorsque je suis en mode édition, si je le déplace et que je repasse en mode objet, pour Blender, mon objet est encore situé à cet endroit-là. C'est ce point orange là, c'est en mode objet qu'on définit l'emplacement. Donc si on a déplacé en mode édition, ça veut dire que là, on a redéfini le cube comme étant un objet qui a pour centre de gravité un point qui est à cette distance de ce cube. Voilà.
je sais que ça peut être assez compliqué à prendre en main, surtout si vous venez d'utiliser, de commencer la 3D, mais c'est comme ça que Blender fonctionne entre les deux, et c'est quelque chose qui va vraiment falloir être habitué, parce que du coup, des choses qu'on fait en mode édition ou des choses qu'on fait en mode objet, on les fera toujours dans ces mêmes modes-là. Et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans quel mode, déplacer les objets, les créer ou comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans quel mode, ça paraîtra trivial au bout d'un moment, mais ça vous aidera grandement à ne pas faire d'erreurs telles que j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, créer toute une scène en mode édition par exemple, et ensuite avoir des problèmes de sélection, de distinction d'objets, lorsque vous voudrez faire des choses plus complexes comme ajouter des matériaux, des textures ou comme ça pourrait vous poser des problèmes aussi. Donc il faut vraiment réussir à tout bien maîtriser dans cette vidéo. J'espère que vous comprendrez ce que je vous ai appris ici. Si vous avez vraiment appris de cette vidéo et que vous comprenez ce qu'il y a dedans, vous avez fait un grand pas dans la compréhension de Blender et même de la 3D en général. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.